Alors nous entamons maintenant notre troisième séquence, ou notre quatrième après les propos introductifs. Donc oui, si tu veux bien passer. Autour des ressources que nous pouvons mobiliser. Nous, employeurs publics, quelles sont les ressources que nous avons à notre disposition dans le cadre de personnes qui connaissent des situations de handicap psychique? Voilà, désolé effectivement pour la vélotypie. Qui a du mal à fonctionner. Je pense que c'est une question de câblage. Je vois Catherine l'expliquer. Alors, avec moi, pour commencer, je vais demander à Céline Lefebvre-Wex, qui est responsable de la coordination des services d'appui spécifiques. Alors, contrairement à ce que j'ai marqué, c'est pas en Maine-et-Loire, c'est sur l'ensemble de la région, puisqu'il y a un découpage qui se fait également avec, par exemple, Psyactive et Thierry Mustière, notamment, qui prend en charge la Loire-Atlantique, entre autres. Et donc, on va découvrir ce qu'est le dispositif, enfin plus exactement les appuis spécifiques, ce qu'on appelait avant les services appuis spécifiques, et qui sont une ressource après, on verra tout à l'heure dans une cartographie, après notamment l'intervention des Cap Emploi, souvent, mais pas que, qui peuvent être également mobilisés. On va le voir avec vous, Céline Lefebvre-Wex. Et puis, nous aurons également un petit duo. Alors, on aurait pu avoir, il a été question pendant un moment, que nous ayons la présence également de l'agent qui a fait que vous êtes rencontrés, que vous avez travaillé ensemble, mais ça sera une bonne manière d'illustrer comment aussi, non seulement cet appui spécifique, et plus largement l'accompagnement qu'on peut avoir depuis un état des lieux, un diagnostic, etc., se met en branle. Quelles sont les quelle est la partition, et dans la partition, quelles sont les notes que chacun doit jouer pour que ça fonctionne. Et puis nous reviendrons bien sûr avec... alors bien sûr Thierry Mustière nous dira comment les choses se mettent en place, notamment dans votre structure. Et puis nous reviendrons tout à l'heure un peu plus sur l'emploi accompagné, de manière un peu structurée, avec quelques repères. Ça vous va? Tout le monde est prêt? Eh bien, je vous propose de commencer avec vous pour essayer de comprendre, de mieux comprendre comment, ce qu'est un appui spécifique, comment ça s'organise, qu'est-ce qui peut le solliciter. Voilà, Céline Lefebvre-Wex, vous avez cette expérience, le rôle aussi de coordination, et d'ailleurs pas uniquement sur le handicap psychique, puisque je crois que vous intervenez également sur d'autres types de handicap, dont le handicap cognitif. Allons-y. Merci. Alors, vous avez à votre demande des slides qui vont pouvoir apparaître, que vous nous aviez adressés avant. Il y a déjà tout, je pense. Donc effectivement, en tant que responsable des services d'appui à l'emploi chez VIF3, on intervient sur différents types d'appuis spécifiques. Donc au sein de VIF3, on a le service handicap psychique, donc qui est porté par VIF3, API, et on travaille avec Psyactive. On a les appuis spécifiques TND, donc troubles du neurodéveloppement, et puis tout ce qui a trait à la déficience sensorielle avec le service itinéraire pour la déficience auditive, et puis le SIADV pour la déficience visuelle. Donc ces appuis spécifiques, ils ont pour objectif d'apporter une expertise à un référent de parcours. Quand je parle de référent de parcours, c'est un prescripteur. Donc d'apporter une expertise aussi aux employeurs, et puis de trouver des solutions de compensation pour la personne en situation de handicap, parce qu'il y a des solutions de compensation, on en parlait tout à l'heure, pour favoriser, sécuriser en tout cas son parcours. Donc ces services d'appui spécifiques peuvent être sollicités à n'importe quel moment du parcours, dans le cadre d'une recherche d'emploi, d'un maintien en emploi ou en formation. Donc les appuis spécifiques, ils sont financés par le FIP et l'AGFIP, et ils sont mobilisés en fonction de la typologie de handicap, c'est ce que je disais lors de ma présentation, avec 5 typologies de handicap. On n'a pas évoqué tout à l'heure, mais l'ADAPT sur la région Pays de la Loire porte le handicap moteur et les maladies chroniques invalidantes. Donc le but, les objectifs de ces appuis spécifiques, c'est des prestations qui permettent une évaluation de la situation de handicap. Donc l'idée, c'est d'évaluer et de mettre en évidence les capacités qui sont mobilisables, sur lesquelles on va s'appuyer pour un maintien, une entrée en formation, un maintien en formation. On va identifier aussi les conséquences du handicap, les conditions de travail à privilégier, à éviter.
il y a des prestations qui nous permettent d'identifier les moyens de compensation et bien sûr les mettre en œuvre. Et puis on l'a largement évoqué précédemment, on va sensibiliser aussi l'entourage professionnel, hein, puisque quand on met en place des moyens de compensation, on le sait par expérience que quand on ne sensibilise pas, ça peut poser question au collectif de travail. Donc ces sensibilisations dans nos services, elles sont travaillées avec le bénéficiaire. On ne parle pas forcément d'une maladie ou du trouble, mais on va parler plutôt de besoins. Quels sont les besoins du bénéficiaire qu'on accompagne et voilà ce qu'on va transmettre au collectif de travail. Alors, comment vous êtes arrivé d'abord, à titre personnel, à cette fonction de coordination et qu'est-ce qu'elle vous inspire aujourd'hui? Alors moi, de base, j'ai une formation de psychologue spécialisée en neuropsychologie. Donc voilà, je suis intervenue sur le service UCO depuis 2010 et puis petit à petit, on m'a proposé de coordonner ces services. Ok, merci. Alors on revient maintenant un peu plus sur le dispositif, mais c'était important de vous connaître un peu plus. Comment on vous mobilise en fait? Quel est le plus court chemin pour vous mobiliser? Alors les appuis spécifiques, ils viennent toujours en appui d'un référent de parcours. Je le disais tout à l'heure en introduction, le référent de parcours pour nous c'est le prescripteur. Donc les conseillers de Cap Emploi, j'en ai vu quelques-uns dans la salle, les missions locales, France Travail, et puis bien sûr les employeurs privés, publics ayant conventionné avec le FIP. Et puis il y a 2 dispositifs aussi qui peuvent nous faire intervenir. Le dispositif Comet France, et puis on l'a évoqué tout à l'heure, le dispositif Emploi Accompagné peut nous solliciter. Ces 2 dispositifs sont prescripteurs, mais avec dérogation préalable auprès de l'AGFIP. C'est-à-dire qu'ils demandent l'autorisation à nos financeurs. Ok, merci beaucoup. On va en revenir tout à l'heure sur les articulations. Je vous reposerai la question. Alors peut-être pour incarner un peu plus ça dans une expérience vécue par vous, Madame Yvain, vous êtes assistante sociale à la mairie de Saint-Herblain. Alors vous avez eu à traiter ou à prendre en compte, on va dire, la situation de Monsieur Lucas Mas, qui est arrivé chez vous avec un certain nombre de tentatives qui n'ont pas été toujours fructueuses, et puis vous avez su trouver l'appui de Thierry Mustière, en l'occurrence, dans son intervention chez Psyactive, qui est un peu plus large que le dispositif d'appui spécifique, en tout cas les services d'appui spécifique, vous nous en parlerez tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de décor pour que nous comprenions quelles ont été les problématiques auxquelles vous avez été confrontés, notamment? Tout à fait. Donc, Monsieur Mas est arrivé dans la collectivité, dans un service, dans une direction de petite enfance. Et du coup, de par sa difficulté de santé, il avait du mal à gérer le stress et les responsabilités qu'on pouvait lui donner. Donc ça s'est plutôt mal passé. Il y a eu beaucoup de crises d'angoisse, de choses comme ça, et de l'insécurité pour lui comme pour les enfants qui étaient dans le service. Donc on a pris la décision de faire appel au service de M. Mustière, justement pour évaluer sa capacité aussi à pouvoir être en poste. Et on a décidé aussi de le changer de direction et de le mettre dans une direction justement où il y avait moins de responsabilités pour justement éviter ces crises d'angoisse et pour lui permettre d'avoir de plus en plus confiance en lui. Donc il y a eu tout un travail d'accompagnement qui donc s'est mis en place au fur et à mesure, donc avec Monsieur Mustière, l'agent donc en question, mais aussi toute l'équipe encadrant pour justement les sensibiliser aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Je fais un petit arrêt sur image parce que là on a un certain nombre de choses à découvrir. Donc l'arrivée de Thierry Mustière et notamment de Psyactive, en fait, que la situation, elle vous apparaît comment? Nous, on a été sollicités par l'intermédiaire d'une prestation d'appui spécifique à l'époque. Effectivement, c'était sur le marché AGFIP, vu qu'on était prestataires de ce marché-là. Ça veut dire qu'on a une commande qui est tombée par mail avec un petit peu d'éléments. Et on a pris cette commande en compte. Ça veut dire qu'on a contacté l'entreprise, là-bas à la mairie à l'époque. On a contacté effectivement l'agent. Il y a eu
un premier rendez-vous. C'est comme ça que ça se passe sur du maintien au poste. C'est moi qui me suis déplacé sur ce premier rendez-vous. Quand on est arrivé sur juste entre guillemets sur du maintien au poste, quand des fois on est sollicité en tant que structure, on est sollicité vraiment des fois bien trop tard. Et on est dans un premier temps, on gère pas effectivement la situation de handicap, mais on gère le côté conflictuel entre les salariés, la management. Je ne dis pas que c'est pour de la management, mais ça a tellement effectivement cuisiné tranquillement que au démarrage, moi quand j'ai rencontré Lucas à l'époque, il était dans une colère, une irritabilité, on sentait qu'il y avait une pression qui était très importante. Et à un moment donné, à la fin de l'entretien, qui a duré 1h30, il m'a dit si je reste là, je pense que ça va mal finir. Alors, pour lui, pour l'équipe, voilà, j'ai pas été jusqu'au bout. Le changement de service, moi, ce qui m'a fait tilt dans l'entretien, parce que l'entretien qu'on a pu faire avec lui, que j'ai pu faire avec lui, on repère la globalité de son parcours, et qu'on parle de globalité, ça va être sur l'aspect professionnel, sur l'aspect santé, sur l'aspect reconnaissance de sa situation de handicap, qu'est-ce qu'il en connaît, qu'est-ce qui a fait qu'il y a une demande de reconnaissance au démarrage, l'aspect social, qu'est-ce qui se passe dehors du champ professionnel. Et en fonction de tous ces éléments-là, il y en a un qui m'a percuté, c'est que dans son parcours pro, il m'a dit, monsieur Missière, moi, j'ai fait deux remplacements en piscine, où effectivement c'était fluide. Parce que moi, quand je parle d'accompagnement et de situation de handicap, je parle plus de fluidité. Qu'est-ce qui est fluide dans une journée de travail, et qu'est-ce qui n'est pas fluide par rapport aux contraintes. Et il m'a dit, là, effectivement, j'avais des repères, c'était le même endroit, c'était balisé, c'était sécurisant pour moi, et je venais au travail de façon, effectivement, avec beaucoup moins d'angoisse, et mon humeur était relativement stable. C'est tout ce qu'il m'a dit. Voilà, moi, j'ai pris note, et il y a eu un rendez-vous avec l'équipe, toute l'équipe, un service RH, le responsable de service, moi, monsieur Lucas, Lucas n'était pas présent, et j'ai senti que sur le deuxième rendez-vous, qu'ils attendaient de mon intervention en disant est-ce qu'on va pouvoir le titulariser ou pas le titulariser. D'entrée de jeu, j'ai dit moi je ne suis pas là pour effectivement dire on peut ou on ne peut pas, c'est le médecin qui décide s'il y a une aptitude ou pas au poste de travail. Moi je vais identifier effectivement avec le service et l'équipe la situation de handicap, quels sont les axes de travail et les préconisations qu'on va pouvoir mettre en place par rapport à un service qui sera plus adapté. Mais d'entrée de jeu, j'ai posé un peu les choses assez rapidement, et c'est pour ça que moi je l'ai vu en septembre effectivement 2020, et en octobre 2020, il changeait de service. Ça veut dire qu'on a pu effectivement au niveau de la mairie choisir, on a eu effectivement des postes qui se sont libérés et des tentatives sur des postes d'agents de gymnase, un gros gymnase à Saint-Herblain, où ils sont toujours en binôme, et c'est là effectivement qu'a atterri Lucas sur des postes d'agents d'accueil en gymnase. Ce changement de poste, il n'a pas été fait comme ça en claquant des doigts, ça veut dire qu'on a contacté, il y a eu des points, vous me dites si je me trompe, parce que ça remonte en 2020, il y a eu un premier contact avec le responsable du gymnase, où on a expliqué la situation de handicap. Aujourd'hui, comment fonctionnait Lucas, comment il participait, qu'est-ce qui pouvait le mettre en difficulté, qu'est-ce qui pouvait être utile pour lui. On a vraiment identifié les axes de travail avec le responsable, et à un moment donné, au mois d'octobre, il a intégré le poste avec la particularité que c'était la crise Covid, où il est rentré sur quelque chose d'assez souple, parce que c'est un gros complexe, c'est un des plus gros complexes de l'Ouest, où ils sont à deux, et on a pu organiser son arrivée de façon progressive. Et je pense que c'est ça qui a permis, en tous les cas, de pouvoir aujourd'hui maintenir cette personne-là au poste, et il a été titularisé. Tout cet accompagnement-là, de 2020 jusqu'en 2023, je regardais les dates ce matin, parce que j'avais plus les dates en tête. Le dernier rendez-vous, c'était en février 2023, où, de mémoire, on avait fait une tripartite au niveau de la mairie, où il y avait le responsable, il y avait Lucas, il y avait le service RH, toutes les personnes qui ont participé à l'articulation, à l'accompagnement étaient présentes, et on a vu l'évolution, effectivement, de Lucas au sein du poste. Toute cette évolution, on a mis des rendez-vous effectivement face à face, comme disait effectivement la personne de la bibliothèque. Je pense que c'est important d'avoir des points étapes avec la personne. Alors, moi, on propose soit au sein de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise, parce qu'à l'extérieur, on voit beaucoup plus de choses. Les points étapes, c'est sur l'environnement professionnel, mais qu'est-ce qui se passe dehors du travail aussi. Des fois, ce n'est pas le travail qui va être effectivement le déclencheur d'une décompensation ou d'un mal-être. Des fois, c'est l'extérieur qui va rapporter effectivement au travail et qui va effectivement ramener des difficultés au travail. Alors, d'une manière plus, entre guillemets, prosaïque, finalement, vous avez parlé d'évaluation. Au début, on vous a amené à faire une évaluation, c'est ça?
L'évaluation, alors on a une commande, ça veut dire que l'objectif de la commande, c'est du maintien au poste. La mairie avait une situation qui était conflictuelle, qui était délicate, avec la personne n'était pas, effectivement, elle n'était pas titulaire, on a été sollicité. On a mis en place, effectivement, moi j'ai fait un premier rendez-vous, Lucas il a rencontré le médecin au niveau du service A, parce qu'au sein du service, on est une équipe pluriprofessionnelle, juste pour faire la transition par rapport à l'emploi accompagné, où nous, on a effectivement des professionnels de santé. Ça veut dire qu'on a un médecin psychiatre qui intervient sur un temps à 0,10, hein, c'est un très peu, et une infirmière qui travaille aussi à 0,70 sur le service CAP. Ça veut dire qu'on a un regard global de l'accompagnement. D'accord. Et donc, du coup, ce que vous évoquez là, ça rentre dans l'appui spécifique ou alors ça fait partie plus généralement du service que vous dirigez aujourd'hui? Ça rentre dans le service que je gère aujourd'hui et puis ça rentre dans l'appui spécifique. On s'est interrogé effectivement au niveau d'un bilan d'euros dans l'accompagnement, dans l'entretien. Lucas me disait que par moment, il pouvait avoir au niveau de la concentration, de la mémorisation, de l'attention, il pouvait y avoir une altération. Il dit des fois, je perds la mémoire, j'ai pas effectivement, j'arrive pas à retenir les informations sur le service où il était. Donc, moi, je me suis interrogé avec le médecin, avec l'infirmière, en disant est-ce qu'aujourd'hui il y a besoin d'un bilan neuro? Ça veut dire qu'on peut solliciter une neuropsycho au niveau de l'association, parce que sur l'ensemble de l'association, on a différents professionnels. Je ne l'ai pas fait particulièrement parce qu'il n'y avait pas besoin, parce que son attention est revenue. Il avait une perte d'attention parce que sur le premier poste où il était, il y avait une telle demande d'informations complexes, une situation stressante, d'angoisse, qui effectivement percutait en tous les cas, qui altérait son attention et sa concentration. Mais ça fait partie de l'accompagnement dans tous les cas de notre service. Merci beaucoup. Madame Yvain, justement, vous rencontrez quelle problématique à un moment donné et pourquoi c'est urgent de faire appel à des ressources externes? Justement, là, c'était, voilà, à un moment donné, on se posait la question de savoir si on pouvait maintenir Lucas en poste, alors qu'on voyait justement qu'il lui mettait vraiment de la bonne volonté à essayer, voilà, de pouvoir être maintenu le plus possible. Il y a eu des hauts, des bas, hein, concrètement. Il y a eu des périodes où on a eu des gros doutes. Voilà, à chaque fois qu'il se sentait en situation vraiment difficile, où on lui demandait des responsabilités par rapport à la sécurité du gymnase notamment, hein, en cas d'alerte incendie ou autre. Voilà, donc du coup, c'est vrai que à un moment donné, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on fait pas fausse route? Voilà, et puis à force de travailler ensemble et de mobiliser, de se dire on y va, ça nous a permis justement de lui permettre de dépasser un petit peu ces préjugés-là et de prendre confiance en lui-même et de pouvoir nous positionner aussi pour avoir confiance en lui. J'entends nous plusieurs fois dans votre discours, quelles sont les ressources internes, quelles sont les principales ressources internes que vous avez dû mobiliser? Eh bien, c'était justement sensibiliser l'équipe encadrante, les collègues qui étaient avec lui au quotidien, justement, pour qu'il y ait toujours cette bienveillance et en même temps ne pas le stigmatiser. C'est ça qui était aussi important. Et du coup, ça a concerné qui? Manager, oui, c'était les managers directs, la RH, prévention santé au travail, moi-même, et puis la DRH aussi qui a été impliquée et qui nous a donné le feu vert. Voilà, tout le monde s'est mobilisé autour de cette situation et particulièrement Monsieur Mas qui s'est beaucoup investi. Aujourd'hui, donc il est titularisé. Ça se passe bien. Il a vraiment pris en confiance, donc même dans les situations d'insécurité, enfin voilà, de stress, il arrive aujourd'hui à gérer parce qu'il y a une équipe bienveillante aussi autour de lui, parce qu'il y a eu beaucoup de communication, des points d'étape hyper importants. Et voilà, on s'est dit on y va. Alors j'évoquais le fait que vous aviez réuni le collectif. Il y a eu des actions de sensibilisation, par exemple, avec l'équipe qui se sont déroulées? Alors j'ai proposé à Lucas effectivement de sensibiliser l'équipe, il n'a pas accepté, mais son responsable direct était sensibilisé. Il avait accepté qu'on puisse en discuter avec son responsable direct, hein, parce qu'il s'appuie beaucoup sur lui. L'inquiétude de son responsable, c'était effectivement sur un complexe sportif où ils peuvent accueillir presque 2000 personnes. C'est voilà, l'alarme se déclenche. Il y a vraiment une grosse inquiétude par rapport à ça. Et ce qui s'est passé
Bon, Lucas n'était pas informé, mais moi j'étais informé. Je suis arrivé effectivement à 18h le soir pour faire un point avec Lucas, et il y a eu un déclenchement voilà, un exercice. Moi, voilà, Lucas, il m'a mis en sécurité. On a pu, effectivement, et son responsable a vu qu'il était en capacité de gérer ses alertes, de trouver d'où venait l'alerte, de pouvoir sortir, effectivement, parce qu'il y avait des clubs sportifs qui étaient présents. Et voilà, il a pu faire le nécessaire avec son binôme, sans que ça génère du stress et sans blocage. Ça a permis en tous les cas de sécuriser le responsable et puis les agents avec qui il travaille. Et je pense que c'est ça, des fois, notre rôle, que ce soit effectivement des services comme les nôtres ou l'emploi accompagné, c'est de pouvoir des fois sécuriser l'environnement. Des fois, les troupes sont stabilisées, il y a un suivi médical, il y a un traitement, c'est bien stabilisé. Des fois, l'handicap, il est plus présent même au niveau du poste de travail, mais quand on sait que c'est un handicap d'ordre psychique ou psychologique, il y a toujours ces inquiétudes des personnes, voilà, par la méconnaissance effectivement de ces troubles. Et là, ça a permis dans tous les cas de sécuriser. Et le résultat, c'est que c'est très positif parce qu'il a été titularisé. Ouais. Madame Carole Yvain, si vous deviez refaire mieux, comment vous feriez? Après, je dirais que chaque situation est singulière. Ouais, je pense qu'on a été bon. Sur ce coup-là. Voilà. Parfait, vous n'êtes pas tombé dans mon piège, j'ai dit toujours mieux. Je pense que c'est l'articulation de l'ensemble des participants, que ce soit le service CEAP, c'était moi ou mes collègues, parce que je change beaucoup avec mes collègues par rapport à des situations, même si ils les vivent pas, ils sont pas en entretien, l'articulation au niveau des services supports de la mairie, le service effectivement son N+1, qui a été vraiment là, à un moment donné, ils ont changé, là juste un exemple, ils ont changé pour l'aménagement, ils ont changé l'alarme incendie. On a travaillé avec Lucas sur un document facile à lire. Ça veut dire qu'on a pris des photos, on a synthétisé, on a priorisé effectivement pour qu'ils puissent se rappeler en tous les cas de l'alarme incendie. Qui peut, en tous les cas, un document qui peut servir à tout le monde, à n'importe quelle personne à un moment donné, parce que handicap ou pas handicap, des fois ça peut être compliqué de lire des documents techniques. On a mis ça en place et en fonction en tous les cas du maintien au poste, la sensibilisation, je pense qu'on va utiliser, moi c'est ce que je dis, on est une boîte à outils, l'association est une boîte à outils, on va utiliser peut-être la neuropsycho, on a des neuropsychos, on va utiliser effectivement le médecin, l'infirmière, peut-être en binôme avec le nôtre CIP, on va passer les relais, parce que des fois il faut se dire ça nous dépasse et il faut passer des relais avec d'autres professionnels. Et puis à un moment donné, la personne est dans une chaîne, elle n'est plus au centre, mais elle est avec nous dans la chaîne. Et quand la chaîne casse, ça veut dire qu'il c'est si peu possible. Et si la chaîne reste solide, c'est ça. Et moi, je parle plus de fondations. Plus les fondations sont solides au niveau de l'emploi, mieux c'est pour l'environnement, pour le salarié ou l'agent et l'environnement qui va accueillir cette personne. Oui, j'ai entendu votre message. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour nous faire intervenir. Ce sera plus facile avant que d'arriver quand on est en situation de tension, qui sont des situations aiguës. Oui, je pense que c'est pas simple. Oui. Mais on peut effectivement, des fois on intervient, on est sur la situation plus conflictuelle que la situation de handicap. Oui. Avant de passer la parole à Alice Obino, puis de revenir peut-être après, mais pour des questions de place, vous avez compris que notre ami Samuel Brigand avait laissé sa place. Mais on reviendra quand même, parce qu'on a dit qu'on irait plus loin sur la compréhension de l'emploi accompagné. Je voulais en fait vous interroger. Quelles sont peut-être les questions que vous avez envie de poser pour mieux comprendre, d'une part le service et d'autre part le type d'accompagnement susceptible de pouvoir être apporté? Moi, juste pour finir, la différence entre un service comme les nôtres, service CEAP, et l'emploi accompagné, c'est qu'on a une limite dans le temps. L'avantage de l'emploi accompagné, il n'y a pas de limite dans le temps. Une fois qu'ils sont intégrés dans ce dispositif-là, ils peuvent rester en permanence. Nous, au niveau du service CEAP, on est une petite équipe, on va à un moment donné arrêter la prise en charge. Là, l'accompagnement de Lucas, il a duré presque 18 mois. Ça veut dire qu'à un moment donné, en février 2023, nous, on a stoppé l'accompagnement. On reste ouvert s'il y a besoin, mais si on sent qu'il y a vraiment plus besoin d'accompagnement spécifique à domicile, comme disait Bastien, il va à domicile, nous, on n'y va pas, on ne va pas à domicile, on s'y intéresse, mais on n'y rentre pas, en tous les cas, physiquement. On passe les relais sur des dispositifs emploi accompagné. Peut-être que vous avez envie d'intervenir. Je vous ai tendu une perche tout à l'heure sur les liens possibles. Alors vous avez dit oui, ils sont prescripteurs sous condition, l'emploi accompagné. Voilà, quelle est la différence finalement, comment vous arrivez à singulariser. On tombe encore dans le biais de comparaison, mais bon, ça peut peut-être nous permettre quand même de mieux classer dans nos têtes.
Alors c'est vrai que ces deux dispositifs, ils ont un objectif commun, c'est de sécuriser le parcours de la personne en situation de handicap. Par contre, les attendus, les modalités ne sont pas les mêmes. Thierry le disait à juste titre, nous on a un cahier des charges très précis en termes de durée, de temps d'accompagnement. 18 mois c'est le maximum maintenant. Donc 18 mois c'est le maximum, contrairement au dispositif emploi accompagné qui est un accompagnement à vie, même si c'est un peu renégocié tout ça. Et puis par contre il y a une articulation possible entre ces deux dispositifs, c'est-à-dire que quand on intervient en tant que prestataire d'appui spécifique, on va aller évaluer, identifier, mettre en œuvre, sensibiliser, et puis notamment avec un public handicap psychique ou handicap cognitif, on va s'apercevoir qu'il y aura besoin de plus. Dans ces cas-là, on peut mobiliser le dispositif emploi accompagné. Et puis, réciproquement, le dispositif emploi accompagné peut être mobilisé. Et ils vont avoir besoin de notre regard d'expert sur, par exemple, une évaluation. Accompagner, je ne sais pas, un TSA avec des troubles dyspraxiques, si on n'évalue pas de manière fine avant les capacités, les difficultés, le dispositif emploi accompagné risque d'être en difficulté et de construire un projet qui sera peut-être à déconstruire pour reconstruire. J'entends que s'il y a des frontières communes, vous vous situez plutôt en amont pour poser le cadre, sécuriser aussi ce qui va se faire, avant que l'emploi accompagné intervienne à plus long terme, c'est ça ? C'est ça. Je ne me suis pas trop trompé dans mon écosystème que je vous montrerai après. Alors, autre dispositif qui fait l'objet aussi de beaucoup d'attention depuis quelques années, y compris du FI, puisque je crois que vous avez une convention dans le cadre des Clubhouse. Alors, nous allons demander à Alice Obino, qui est directrice du Clubhouse de Nantes, mais qui a eu aussi à intervenir dans d'autres Clubhouse, si j'ai bien compris, de nous expliquer un peu ce que c'est que ce dispositif, alors qui est moins un dispositif emploi en tant que tel, mais qui participe évidemment, puisque ça participe aussi de la sortie plus constructive, positive d'un certain nombre de personnes qui sont en souffrance parfois aiguë quand elles viennent vous voir. C'est ça ? Alors, nous, effectivement, les Clubhouse en France, il y en a une dizaine. À Nantes, on est situé en plein centre-ville, à côté du marché de Talensac. On a ouvert en novembre 2020. On accueille plus de 200 personnes aujourd'hui, donc c'est pas anecdotique. Je crois que ça touche quand même beaucoup de personnes, comme on l'a vu dans les interventions précédentes. On est des lieux d'entraide, avant tout, et des lieux qui permettent de lutter contre l'isolement. Toute personne peut pousser la porte. Vous avez un collègue, vous avez un enfant, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est seul, qui fait face à ces troubles psychiques, qui est en arrêt de travail, parce qu'on accueille de plus en plus de personnes en arrêt de travail aussi pour des causes liées à des troubles psychiques. N'hésitez pas à leur parler du Clubhouse et à les encourager à pousser la porte. Notre ambition, elle est triple. La première, comme je le disais, c'est lutter contre l'isolement, donc recréer autour de la personne un réseau d'interaction sociale pour l'aider à reprendre confiance et développer ses habiletés sociales. On sait à quel point l'isolement, ça peut être détrimentaire pour toutes ses fonctions cognitives, mais aussi pour tout ce qui a trait à la vie quotidienne. Donc c'est vraiment notre premier objet, c'est recréer ce réseau dans un climat d'entraide et de bienveillance, puisque toutes les personnes qui viennent au Clubhouse ont un trouble psychique. Donc il y a beaucoup d'écoute et d'empathie. La deuxième mission, ça va être de réinsérer socialement, professionnellement, donc d'accompagner chacun dans un projet de rétablissement, qui est un projet de vie un peu au long cours. Et donc pour certains, ça va repasser par des bilans de compétences, par de la formation, par un retour à l'emploi. Et puis pour d'autres, ce sera plus reprendre sa place dans la société. Mais l'idée, c'est pas de rester dans un entre-soi de personnes ayant un trouble psychique, mais d'amener chacun à saisir des opportunités dans la vie de tous les jours. Et puis un troisième objectif, ce qui nous amène souvent devant des employeurs, dans des collectifs de travail, auprès d'étudiants ou d'enseignants, c'est la déstigmatisation, parce que pour que la réintégration et la réinsertion, elles se passent le mieux possible, c'est aussi lever le tabou. Quand on intervient, on est toujours très choqué du nombre de personnes qu'on rencontre qui viennent nous voir un peu en aparté en nous disant moi j'en parle pas, ça fait 2 ans que je reste chez moi et que j'ose plus sortir de chez moi, que je ne viens qu'au travail.
Et donc lever le tabou, se dire qu'effectivement il y a de l'espoir, hein, c'est pas parce qu'on a un trouble psychique et qu'on est diagnostiqué bipolaire ou schizophrène qu'on ne peut pas mener une vie épanouie, qu'on ne peut pas avoir des projets, qu'on ne peut pas avoir des enfants, qu'on ne peut pas avoir un travail. Et au contraire, il y a de nombreuses études qui montrent que l'emploi, quand il est bien accompagné, a aussi des vertus en termes de rétablissement. Parfait. Je propose peut-être de faire juste un dernier zoom sur, qu'on avait annoncé d'ailleurs, sur l'emploi accompagné. Puis après, j'ai quelques questions à chacune d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous, sur ce que votre regard vous amène à penser de ce qui pourrait être des conseils à apporter à des employeurs publics. Voilà. Je vous donne la question avant, comme ça vous y réfléchissez. Samuel Brigand, je crois qu'on a quelques slides pour mieux comprendre comment fonctionne l'emploi accompagné. Voilà, première question de votre intervention, de la prescription, on a commencé à l'évoquer. Je vous laisse le micro. Donc l'emploi accompagné existe depuis plusieurs années maintenant, donc depuis 2016-2017 en Loire-Atlantique. Ça a commencé avec 4-5 conseillers. On est désormais une dizaine de personnes à travailler comme conseillers, une coordinatrice, une assistante. Le but de l'emploi accompagné, c'est de faciliter l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, de souvenir, j'ai plus les statistiques exactes, mais on a entre 50 et 60% de personnes en situation de maintien. On accompagne uniquement des personnes qui ont un projet professionnel plutôt défini et qui vont vers l'emploi directement. On n'est pas sur la préparation d'un projet pro et la formation, à l'exception d'alternance. Ce qui est plutôt le cas du coup des Cap Emploi, pourquoi pas des accompagnements que vous pouvez faire vous aussi, quand il y a notamment des réorientations. Donc, chacun a son rôle. L'unique discrimination qu'on prend uniquement des personnes qui sont titulaires d'une RQTH sur reconnaissance de situation de handicap. On a un accompagnement qui est global, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce qu'on assure les prises de contact avec des partenaires, avec le milieu médical, avec le milieu associatif, les services d'accompagnement à la vie sociale entre autres, et j'en oublie, les employeurs bien sûr, au premier degré, les personnes, leurs proches, des fois les familles au besoin. Bon, sans limite de temps, je ne reviens pas dessus, tout le monde en a parlé. On va être ciblé maintenant dessus. Que dire de plus? Alors la coordination, peut-être un peu, comment ça se inédit ici, dans les Pays de la Loire? Alors, au niveau de la coordination, on a des rencontres régulières, je dirais, entre départements, et surtout on travaille en mode plateforme sur le département 44. Donc on est 3 structures membres. Donc il y a l'APF avec le dispositif DeepMod, plutôt sur les problématiques moteurs ou de la maladie invalidante. Sur l'aspect psychique, TND, etc., c'est porté et coporté depuis le début par le GIRP, qui porte aussi le Cap Emploi, et par la DAPELA, anciennement DAPEI dans le 44. Donc 3 structures porteuses, vous avez tous les noms, et donc les partenaires sans entreprise, institutionnels, MDPH, France Travail, les services publics de l'emploi, et puis tous les partenaires associés que vous avez sur la droite, dont on a des personnes ici qui participent aujourd'hui à la table ronde. Donc je travaille aussi avec Vive CO, avec Psy Active, avec le Clubhouse. Voilà. Donc c'est un bon exemple qu'on soit tous là aujourd'hui, parce que oui, absolument. Au niveau des partenaires associés. Une bonne illustration de ces partenariats. Qui finance l'emploi accompagné? L'emploi accompagné, il est financé par l'ARS, le FIP et la GFIP. La gestion du financement sera bientôt reprise par la DRETS, mais c'est l'ARS qui gère depuis le début, depuis 2016. Depuis 2016. D'accord. Et comment on y accède? Alors, on a cru comprendre que l'emploi accompagné pouvait être parfois prescripteur sous dérogation des appuis spécifiques. Mais alors vous? Nous, on y accède sur une commission, en fait. La personne fait une demande d'emploi accompagné. Elle mobilise l'emploi accompagné en écrivant une demande au service. Elle peut aussi être relayée par les services du Cap Emploi, la MDPH. Globalement, une bonne partie, c'est le SPE. Sur le service Cap Emploi, donc maintien ou accompagnement. La personne en direct, des fois le médecin, on a eu les entreprises, ça aurait pu être l'université tout à l'heure. Tout moyen d'accès est possible, mais il y a un passage par une commission qui détermine si on a accès à une orientation entreprise adaptée, lapsus, emploi accompagné, qui est délivré par la MDPH. Alors les employeurs, du coup, ils ont la possibilité aussi d'intervenir dans le processus. À quel moment et de quelle manière? Alors, ils interviennent des fois en situation compliquée, aiguë, disait Thierry tout à l'heure. On a eu des remontées comme ça où on a pu stabiliser des situations. Ils peuvent intervenir aussi en amont pour nous solliciter en estimant que pour un besoin de recrutement,
ils auraient besoin de notre appui de nos services, mais ils vont plutôt pour du recrutement vers le Cap Emploi. Nous, on est vraiment plutôt sur la situation de maintien. Okay. Question. Bonjour, Émilie Coutan, je suis conseillère mobilité carrière à l'INSERM. J'avais juste une question en termes de délai, pour être très pratico-pratique. Entre le moment où on vous sollicite, que ce soit appui spécifique ou emploi accompagné, il y a combien de temps avant qu'un accompagnement puisse être... Alors, au début, il y avait de la place. Là, on en a plus pendant quelques temps, parce qu'en fait, les gens sortent quand ils le souhaitent. On ne les pousse pas vers la sortie. Donc c'était totalement embolisé, je disais tout à l'heure. Donc les délais, globalement, on est sur un délai de 8 à 12 mois minimum, actuellement. Il y a des budgets qui sont bizarrement en augmentation chez nous, ce qui est plutôt bien, parce que c'est un service qui fonctionne bien, ce qui devrait nous permettre de reprendre d'autres suivis. Et on travaille aussi en interne à fluidifier les parcours, pour que plus de personnes puissent éventuellement sortir si elles le souhaitent et qu'on puisse intégrer de nouvelles personnes. Mais on est sur des délais longs, qui posent beaucoup de questions aux employeurs et aussi à nos collègues. Je vois là-haut dans la salle, j'ai beaucoup de requêtes des services maintien ou accompagnement du CAP. Alors sur les appuis spécifiques, le cahier des charges est très strict et donc on a 1 mois pour prendre contact avec les prescripteurs et puis le bénéficiaire, voire l'employeur, le médecin du travail. Oui, globalement, pas d'attente. Au Clubhouse, on essaie de fluidifier les parcours. Ça se passe avec une réunion d'information où on va donner toutes les informations. La personne peut se faire accompagner d'un proche, d'un collègue, de la personne de son choix, ou de la médecine du travail. Parfois, il y a aussi les collègues de la médecine du travail ou Cap Emploi qui viennent accompagner une personne ou un job coach, ça nous arrive. L'idée, c'est de sécuriser cette première rencontre. Et puis après, si la personne a envie de poursuivre, elle peut faire 2 demi-journées de découverte sans engagement où elle va vivre un peu le quotidien, voir si elle trouve sa place. Et puis, suite à ça, elle dépose un dossier. Et après, s'enclenche un parcours au Clubhouse. Et quand on est membre à vie, pas dans l'idée de mettre un fil à la patte de la personne et qu'elle ait toujours besoin de nous, mais plutôt dans l'idée qu'on tisse un maillage avec tous les autres partenaires. Et je trouve que c'est ça qui est beau aussi à voir aujourd'hui, c'est qu'on tisse ce maillage pour que la personne, quand elle tombe, elle ait un filet dans lequel tomber. Elle peut se rapprocher de n'importe quelle ressource. Et puis, il y a aussi cette notion de rendre ce qui a été reçu et de parfois, pour des membres qui sont aujourd'hui en emploi, de pouvoir passer des bons messages. Et aujourd'hui, il y a une membre qui ne pouvait pas témoigner à visage découvert, mais qui l'a fait dans une visioconférence. Elle travaille au ministère de l'Environnement. Et du coup, je crois que ce qu'elle disait, ce qui l'a beaucoup aidée quand elle est arrivée chez nous en arrêt de travail, elle s'est réentraînée au Clubhouse parce que du coup, elle a repris un rythme. Nous, on est ouvert sur des horaires classiques, 9h, 17h30 en semaine. Donc, elle s'est réentraînée dans sa capacité à travailler en équipe, dans sa capacité à mémoriser, se concentrer, s'organiser dans son travail. Elle a repris confiance dans des compétences qui étaient toujours là, mais qui étaient peut-être un peu en sommeil, qu'elle avait cru perdues à cause de la maladie. Et donc petit à petit, elle a pu repartir vers son employeur avec une proposition d'aménagement du temps de travail, plutôt partir dans un premier temps sur un 60% qu'elle a ensuite augmenté progressivement et aujourd'hui elle est à 90% d'un temps plein. Et donc du coup, voilà tout ce travail aussi qui a été fait avec elle et ce qu'elle disait, c'est de la bienveillance de ses collègues. Elle n'a pas eu tout de suite à dire ce qui s'était passé, elle a pu prendre le temps d'expliquer les choses à sa manière, ses besoins. Voilà, donc ça aussi c'est important et c'est ce qui a vraiment été un soutien et je crois que les interventions tout à l'heure en parlaient. C'est le collectif aussi est hyper important. Voilà, on peut tous, on se dit bah attends, elle a un temps partiel, moi ça fait 5 ans que je le demande, il m'est pas accordé. Je comprends que ça puisse vraiment être désagréable pour des collègues ou qui se retrouvent avec du travail, du coup une surcharge de travail due à l'absence de l'autre. Mais quand on a des aménagements tels, c'est vraiment qu'il y a des besoins. Et c'est vrai que les traitements ont des vrais effets secondaires aussi sur les personnes qui ont des troubles psychiques. Ça prend du temps aussi et de l'énergie de pouvoir compenser et d'être au niveau des attentes en emploi. Dans le comment j'avais été frappé quand on avait préparé cet entretien par le côté très communautaire aussi, c'est-à-dire chacun, vous disiez tout à l'heure, on vient chercher du soutien, de la compréhension, mais on agit également, on fait la cuisine, on prépare un certain nombre de choses, on partage les talents, et puis après, on restitue éventuellement quand on va mieux et on aide les autres.
C'est un peu ça dans le Et comment. l'intervention d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais mon petit papier, je ne voulais pas oublier les mots, mais on l'a préparé aussi avec 2 autres membres qui m'ont aidé à préparer l'intervention. Donc c'est ça aussi la force du collectif, c'est cet enrichissement, c'est-à-dire qu'on a tous des compétences. Donc il faut se dire qu'il y a des personnes de 18 à 70 ans dans l'association. Et donc du coup, tout le monde a son parcours, ses compétences, et c'est un enrichissement permanent dans le quotidien de l'association. Alors, on a parlé du comment, on peut parler peut-être du qui. Alors, chez vous, c'est uniquement des personnes qui ont un trouble psychique, mais comment vous les détectez? Il faut une RQTH, il faut... Non, pas besoin d'orientation MDPH, pas besoin de RQTH, pas besoin de diagnostic. L'idée, c'est pas être dans le déni de sa pathologie, donc il faut quand même se reconnaître voilà, dans l'idée d'avoir un trouble psychique. Et ce qu'on demande, c'est une lettre de suivi, idéalement du psychiatre, mais ça peut être un médecin traitant, si c'est bien suivi par le médecin. Et donc du coup, comme je disais, on essaie de se faire connaître un peu dans tous les milieux. Donc on rencontre les partenaires de l'emploi, on rencontre des entreprises à des fins de stigmatisation, des stigmatisations, je le disais. Et puis voilà, de bouche à oreille aussi fonctionne beaucoup. Pour l'appui spécifique, le qui, c'est... Le qui, eh bien, nous, il faut une RQTH ou une intention, enfin, l'avoir déposé auprès, avoir déposé, pardon, la demande auprès de la MDPH. D'accord, ok. Et je rajoute, parce que du coup, il y a aussi un dispositif d'emploi accompagné qui existe, qui est en expérimentation sur le territoire, qui s'appelle Déclic Emploi, et qui du coup c'est du job coaching, donc de l'emploi accompagné, mais pour les personnes qui n'ont pas de RQTH. Et donc, ils sont peut-être au tout début de cette réalité, et du coup, qui commencent à sentir des choses, mais qui auraient peut-être besoin d'un accompagnement spécifique. Ok, et alors dans l'emploi accompagné, du coup, le qui? Si on pouvait caractériser le type de public, c'est quoi? C'est plutôt des personnes qui ont déjà une reconnaissance, qui ont forcément des troubles psy, ou il y a d'autres types? C'est pas forcément des troubles psy. On a été créé à la base, et l'idée, c'était, en tout cas sur le 44, d'accompagner des personnes qui avaient globalement des soucis psychiques. On a un tout petit peu de personnes qui ont une déficience mentale, de troubles du neurodéveloppement, dyspraxie, dyslexie, et globalement, le contingent le plus important après les problématiques psychiques, même si c'est associé des fois, c'est des personnes qui sont porteurs d'un TSA, donc d'un autisme. D'accord, ok. Dans votre dispositif plus large que les seuls appuis spécifiques, Monsieur Mustier? Alors effectivement, nous on peut accompagner des personnes avec ou sans reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et effectivement, alors, ce qui est comme vous dites, ce qui est difficile, on en est à quel moment on se dit aujourd'hui il y a un trouble psy, parce qu'on a tendance à mettre tout sur un trouble psy. La personne pleure, la personne est en colère, c'est un trouble psy. On accompagne aussi des personnes bénéficiaires du RSA, et là, il n'y a pas de reconnaissance. Et des fois, c'est des personnes qui n'ont jamais connu la psychiatrie, mais le référent emploi, en tous les cas, une interrogation sur son parcours, des difficultés de santé qui l'empêchent de pouvoir avancer dans son insertion professionnelle. On est sollicité pour identifier, et des fois, c'est sur quelques entretiens, et on renvoie au prescripteur avec des préconisations en disant aujourd'hui non, c'est pas les troubles psy qui l'empêchent d'aller à l'emploi, ou des fois oui, là je pense qu'il y a des troubles psy qui n'ont pas été détectés, il est passé à travers les mailles du filet, et on va accompagner dans ce sens-là. D'accord. Alors je me suis prêté, mais oui, une question, allez-y. Vous avez évoqué tout à l'heure des étudiants, il me semble, et justement étudiants, certes en formation, mais aussi en alternance. Est-ce que ce sont des thématiques, on a trait aussi à l'employabilité? Est-ce que vous accueillez, est-ce que vous faites quelque chose pour... vous parliez tout à l'heure aussi du bouche à oreille. Est-ce que... On a lancé un programme jeune pour les 18-30 ans qui va nous amener à rencontrer prochainement les référents handicap de Nantes Université. Ok, bon, très Donc bien. de voir ce qu'on peut faire ensemble effectivement en termes de sensibilisation, mais peut-être aussi en termes d'accueil. Et puis on a rencontré aussi d'autres associations. Il y a la Nightline qui est très présente aujourd'hui sur Nantes. Donc voilà, on essaye aussi de se faire connaître et de rencontrer d'autres acteurs du territoire qui accompagnent les étudiants. Ok, merci. Et pour les autres, du coup, plus largement, est-ce que vous avez parfois des sollicitations d'organismes de formation ou de centres de formation des apprentis pour lesquels vous intervenez? Alors oui, nous, on peut être sollicité sur de l'alternance, sur de l'accompagnement d'alternance, Où là, on peut accompagner, soit là où l'année dernière, on pouvait accompagner sur le marché, effectivement, marché AGFIP. Aujourd'hui, ils sont plus prescripteurs, mais on est sollicité, effectivement, pour de l'alternance, en accompagnement. En fait, on peut intervenir dès lors qu'il y a un contrat de travail. Donc, on a beaucoup d'apprentis en situation de handicap. Par contre, il nous faut un référent de parcours, donc un conseiller de Cap Emploi ou mission locale en tant que prescripteur.
Et si je peux me permettre, je suis Marie-Laure Langouette, je suis collègue de Samuel Brigand sur l'emploi accompagné. Et je voulais juste rajouter des petites choses. L'emploi accompagné intervient de façon subsidiaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres dispositifs qui vont correspondre. On est un petit peu... voilà, si c'est juste un maintien dans l'emploi qui va être nécessaire, ça va plutôt être un service de cap sur du maintien. Nous, la particularité, c'est que la personne va avoir besoin d'un accompagnement renforcé. On accompagne par job coach 20 personnes, donc c'est beaucoup plus en proximité par rapport aux personnes qu'on accompagne. On peut les voir 2-3 fois par semaine par moment quand ça va vraiment, enfin, il y a vraiment besoin, que ce soit parce que c'est une intégration en emploi, que ce soit parce qu'il y a un moment que ça va moins bien, qu'il faut faire des liens avec le médico-social. On a vraiment un volet médico-social, mais ça, Samuel l'a déjà dit. Et ce côté renforcé, voilà, c'est aussi ça qui fait que c'est sur la durée. Et je mettrais juste une nuance sur la formulation. C'est plutôt sans limite prédéfinie au départ au niveau du temps. En fait, on n'a pas une limite qui nous est imposée. On l'a construit avec la personne qu'on accompagne. Mais j'aime pas qu'on dise en fait à vie ou sans limite de temps parce que ça voudrait dire que les personnes ont toujours besoin de nous. Or, l'objectif, c'est bien, comme tu disais tout à l'heure, l'objectif, c'est bien qu'ils volent de leurs propres ailes, qu'ils soient autonomes et qu'on leur montre en fait qu'ils sont capables d'être autonomes. Souvent, ils en doutent. Et c'est de les amener finalement à se rendre compte par eux-mêmes qu'ils sont capables. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une limite. Ça permet aussi de tourner et de faire de la place aux autres, mais ça permet surtout à ces personnes d'être sur de la réussite. Parfois dans l'emploi, parfois c'est de se dire finalement l'emploi, c'est peut-être pas pour moi. Peu importe, à partir du moment où c'est ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont choisi. Merci pour ces précisions tout à fait utiles. Alors tout à l'heure, j'ai entendu aussi parler de binôme. C'était dans le cas de Magali qui nous disait, en fait, non, je ne sais plus, c'est vous peut-être qui nous avez expliqué que vous interveniez à deux. C'est quoi l'intérêt d'intervenir à deux? Alors c'est vrai que c'est une particularité de notre service qui n'est pas dans tous les services de l'emploi accompagné, c'est pas sur tous les départements. Nous, on intervient en binôme, on intervient aussi avec la méthode IPS, on n'en a pas parlé, mais Individual Placement and Support, désolée pour l'accent. Voilà, juste pour la méthode, c'est quelque chose qui permet d'être d'abord vers l'emploi. On disait que les personnes n'ont pas besoin forcément de travailler le projet, mais elles ont cette envie de travailler. Et donc voilà. Et par rapport à votre question, le binôme, ça apporte un regard vraiment croisé. On a tous des parcours différents, on a tous des formations initiales différentes. Et le fait d'être deux, on va croiser des regards, ça va apporter des choses par rapport à l'équipe qu'on forme finalement avec la personne. On est parfois à deux en entretien, ce qui permet aussi qu'il y en ait un qui puisse un peu plus prendre des notes et puis l'autre va pouvoir rebondir. Enfin, ça apporte vraiment des choses en entretien comme sur la durée par rapport à ce qu'on peut... Mais on est deux job coach, c'est-à-dire qu'on n'a pas des fonctions différentes dans l'accompagnement qu'on peut avoir. Et un retour de personnes concernées accompagnées par l'équipe de l'emploi accompagné, c'est aussi que... pragmatique, mais il y en a un qui part en congé, l'autre prend le relais et on ne se retrouve pas tout seul. Ça augmente effectivement la disponibilité. On a des financements ARS sur parce qu'on a des services de soins au sein de Psyactive. On a différents services, dont des services de soins, vraiment ce qu'on appelle de l'hospitalisation libre sur des centres post-cure psychiatriques. Et le service CEAP, on a des financements aussi, un bout de financement ARS, un bout de financement AGFI, département, et d'autres financements sur des devis hors prestations. Oui. On est multifinancement. Oui, la question est d'autant plus pertinente que je voulais un peu élargir aux autres acteurs et intervenants sur ce sujet. Et c'est vrai qu'on a pris l'angle Psyactive vraiment par le petit bout de la lorgnette SEAP, mais qui est beaucoup plus large en termes d'offres de services. Oui, on a 5 au sein de Psyactive, les CPP, un centre de post-cure psychiatrique, avec 5 services, dont 2 services de soins où les personnes sont hospitalisées alors c'est une hospitalisation libre avec un accompagnement pluriprofessionnel, un médecin psychiatre, par des ateliers professionnels, par des ateliers de logement. Ils peuvent être aussi logés. Et on va travailler, soit pour certains patients, ça va être le travail, le projet pro, pour d'autres, ça va être effectivement un retour vers le soin. Ou d'autres, ça va être l'associatif. Mais l'accompagnement, c'est vraiment 24 mois sur l'ensemble des services hors CEAP. Hors CEAP et hors appartement, est-ce qu'on a un service, les appartements thérapeutiques, où là, n'importe quel prescripteur peut orienter vers ce service-là. Mais voilà, c'est un jeune service qui a 3 ans. Ouais. On a 10 appartements et ils signent un bail de 2 fois 6 mois. Et avec un accompagnement pour rechercher un autre logement, ils vont travailler tout ce qui est quotidien, les ressources, les repas, comment effectivement occuper ses week-ends, comment s'inscrire dans une association sportive ou culturelle. Voilà, l'équipe pluriprofessionnelle va accompagner dans ce dispositif-là.
L'avantage, effectivement, c'est qu'on a des médecins psychiatres qui interviennent auprès des patients avec possibilité de mise de traitement, changement de traitement. Mais s'il y a une décompensation sur un de nos services, un Maguet, Brieur ou les appartements thérapeutiques, il y a une hospitalisation dans des services de psychiatrie. Ouais. Nous, au niveau du service CEAP, voilà, on a intégré les CPP, mais on n'est pas un service de soins. C'est-à-dire que nos prescripteurs, ça peut être France Travail, c'est les Cap Emploi, c'est les missions locales, on peut avoir des orientations par les services de soins purs et durs, les entreprises, mais ce qu'on appelle, c'est de l'ambulatoire. Ils viennent sur un entretien, sur des rendez-vous ponctuels, et ils réintègrent leur domicile à fur et à mesure. Ils viennent uniquement que pour évaluer une capacité au travail et les accompagner sur l'aspect professionnel. Alors, je vous propose qu'on passe maintenant dans un temps où on va essayer d'ancrer un peu plus ces noms, ces interventions, et puis vous n'hésitez pas à intervenir, on va le construire ensemble. Moi, je me suis prêté à essayer de comprendre, ne serait-ce que localement, régionalement, comment ça fonctionnait, quelles étaient les différentes étapes. Donc, je vous propose de regarder à partir de cette rapide cartographie et de faire appel aussi, parce qu'il y a il y a de nombreux acteurs auxquels je n'ai pas pu faire appel aujourd'hui. On a dû focaliser sur certains dispositifs. Je pense notamment à Catherine Perrard qui est avec nous, je ne vais pas repérer, de l'UNAFAM qui est également membre du comité national du FIP. Alors je compte sur vous pour nous aider, peut-être pour apporter aussi votre regard, parce que vous êtes très spécialisé sur le sujet, bien évidemment, au sein de l'UNAFAM. C'était le cas de l'ADAPT aussi, enfin bref, il y a pas mal d'acteurs qui interviennent et d'une manière très très massive. Donc ils ne sont peut-être pas forcément tous notés là-dessus, parce que, en tout cas dans les associations, mais j'en ai noté quelques-uns qui me semblaient être utiles de repérer, ce qui peut être sujet à critique, et n'hésitez pas à le faire, parce que franchement je ne fais que l'assumer, c'est pas estampillé FIP, c'est que j'ai essayé de voir de quelle manière ça pouvait correspondre à des étapes de parcours. Voilà. Donc j'ai mis dans accompagnement social, médico-social. Le terme est forcément un peu réducteur, ce qui correspond aux centres médico-psychologiques, centres médico-psychopédagogiques, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, c'est le premier qu'on voit. Les SAMSA, c'est les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. J'en passe, la coupe est très large et très longue, et vous pourriez ne plus arriver à tout saisir, mais vous voyez qu'il y a énormément en fait, de structures médicales, médico-sociales qui interviennent en amont, susceptibles de pouvoir apporter une offre de service tout à fait particulière. Voilà. Comme je ne suis pas un spécialiste, si jamais quelqu'un a envie de prendre le relais, je vous laisse volontiers. Merci à tous les intervenants. En fait, j'avais envie de dire deux mots par rapport aux deux tables rondes précédentes. Alors sur plusieurs points, donc Catherine Perrard de l'UNAFAM et en même temps donc membre du collège des associations du comité national du FIPHFP. En fait, j'ai trouvé un point commun entre aussi, enfin il y avait des choses qui se répondaient entre les deux tables rondes et entre autres par les exemples, le fait que ce qui était fait pour des personnes, pour accompagner les personnes qui avaient des troubles psy, eh bien, ça rendait service finalement à tout le monde. Hein. Ça permettait de réfléchir sur les relations, sur ce qu'on fait, etc. Même dans le deuxième exemple, sur la question de l'alarme et comment on réécrit la notice pour la personne, mais ça va servir à tout le monde. Ça va servir à tout le monde. Donc, ma foi, ça, je pense que c'est très important parce que ça nous permet de voir que cet accompagnement, toutes ces réflexions sur comment plus accompagner des personnes qui sont plus fragiles par certains côtés, sur le rapport au stress ou autre, à la fatigue, bien, ça permet de travailler pour tout le monde. Et donc, on est bien, en fait, dans l'optique de penser nos politiques du travail, globalement, pour accueillir mieux tout le monde. Et là, à ce moment-là, eh bien, on peut accompagner et accueillir mieux les personnes qui ont des fragilités. Là, aujourd'hui, c'est des fragilités sur les troubles psychiques, mais ça peut être aussi d'autres fragilités. Donc ça m'a paru très important. D'autre part, aussi, il a été question, bien sûr, beaucoup du travail, mais parfois on a parlé, et monsieur vient juste à nouveau de l'évoquer, des autres éléments. Là, vous avez parlé du logement, par exemple. Donc, en fait, la question aussi, ce sont les parcours de vie.
Et l'emploi, ça s'inscrit dans des parcours de vie. Et on ne peut pas parler de l'emploi si à côté, bien, il n'y a pas de logement, ou il y a du logement précaire, ou il y a... Enfin, bon, là, on ne peut pas parler s'il n'y a pas aussi la question du parcours de soins. Les personnes qui ont des troubles psy, elles ont un impératif. On l'a tous, cet impératif, c'est prendre soin de soi. On l'a tous. Mais alors, eux, c'est absolument essentiel. Parce que s'ils ne prennent pas soin d'eux, s'ils n'ont pas cet impératif, s'ils ne peuvent pas le préserver, eh bien, à ce moment-là, s'il y a à nouveau, s'ils sont envahis par ces angoisses, ces inquiétudes, et que ça redéclenche une intensité des troubles, là, ça va devenir beaucoup plus difficile pour eux d'en ressortir. Donc, cette question de prendre soin de soi, eh bien, c'est aussi absolument essentiel pour bien que ce parcours de travail s'intègre avec, je dirais, souplesse, avec voilà, fluidité, et alimente ce parcours de vie. Donc ça me semble aussi important de mettre l'accent là-dessus, sur ce parcours de vie. Sur ce parcours de vie, je voudrais dire aussi que, vous avez vu, et là on va en parler de toutes ces étapes, tous ces partenaires, parfois il y a des ruptures. Et nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est qu'il y ait le moins possible de rupture dans ces parcours. Parce que chaque fois qu'il y a rupture, eh bien, c'est des moments très difficiles. Alors, heureusement, il y a les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, je dirais généralistes. Il y a les clubhouse aussi qui sont orientés sur le travail. C'est des lieux très importants, mais pour justement accueillir quand il y a... bon, pour faire éventuellement ces soudures. Mais des fois, il n'y en a pas. Et puis, des fois, il y a des ruptures. C'est pas possible. En tout cas, on a intérêt vraiment à réfléchir sur la continuité, la fluidité de ces parcours. Soit entre les différentes dimensions du parcours et, bien sûr, du point de vue du travail. Alors là, je dirais que je soulignerai encore l'importance du dispositif emploi accompagné. Parce que cette idée que... j'ai bien entendu ce qu'a dit la dernière personne sur voilà, il faut rendre les personnes autonomes et à un moment donné, elles n'auront plus besoin de nous. N'empêche le fait qu'on sache, même si on n'en a plus besoin à un moment donné, pendant des années, peut-être on n'en aura plus besoin. Mais à un moment donné, pour X raisons, parce que, la psychologue qui a présenté les troubles psychiques a bien dit, voilà, il y a du biologique, il y a du psychologique, il y a du social, donc il y a de multiples registres où ça peut tout d'un coup se dérégler. Et tout d'un coup, eh bien, les facteurs de risque peuvent s'accroître. Donc, eh bien, savoir qu'on peut remobiliser, on peut se retourner vers le dispositif d'emploi accompagné. Donc je pense quand même, c'est cette idée que c'est un dispositif qui sera là, en filet de sécurité, dans le temps, sans qu'il y ait un arrêt, je pense que c'est très très important pour les personnes qui ont des troubles psychiques. Je veux dire, alors il faut se débrouiller bien sûr pour ne pas emboliser, voilà, mais que ce soit là, ça, je pense que c'est très important et qui permet justement, voilà, eh bien aussi, c'est un élément parmi d'autres, mais important, là, dans les dispositifs qui nous occupent, pour vraiment pouvoir construire et que les personnes puissent construire des parcours de vie satisfaisants. Et je dirais un dernier mot, c'est que pour nous, il faut que l'emploi soit accessible si les personnes le veulent. Et cet emploi, s'il est bien accompagné, s'il est bien pensé, eh bien, voilà, ce sera un facteur de rétablissement. Parfois, les personnes ne vont pas aller vers l'emploi. C'est pas grave non plus. C'est pas grave non plus. Je veux dire, là, on est là dans le monde du travail, donc voilà, il faut se donner tous les moyens si les personnes ont envie d'aller vers le travail. Mais voilà, il faut être aussi, et le dire aux familles, c'est cool aussi. Enfin, je veux dire, il faut... voilà aussi, que ça ne devienne pas
une norme dans le rétablissement. Le rétablissement peut aussi se faire sans travail. C'est peut-être bizarre que je termine là-dessus, mais il faut aussi le dire quand même. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir été aussi longue. Merci Madame Pellard d'avoir, par vos propos, remis au centre en quelque sorte la personne elle-même. Et on a vu à quel point c'était important dans les différents parcours qui ont fait l'objet de témoignages. Alors je crois qu'on a une dernière question, mais après il faudra vraiment qu'on passe à la conclusion. C'est pas une question. C'est pas une question, une intervention. Une intervention, ouais. C'est juste un retour sur la fin de l'emploi accompagné. Même quand il y a une fin effective de dispositif qui est signé par la personne, on a mis en place des ateliers de discussion qui s'appelle Permets-toi, qui organise un droit au retour pour voir ce qui est le plus utile. Est-ce que c'est un accompagnement social? Est-ce que c'est à nouveau nous? Et qui sont ouverts tous les mois. Donc on essaie d'organiser une non-rupture totale de parcours. Je ne sais pas s'il y a un bon terme pour ça. On avait bien retenu qu'il ne fallait pas casser le lien, et même les personnes qui sortent peuvent faire appel parce qu'on conçoit les fragilités et les singularités. Ce sera tout. Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose de ne pas aller jusqu'au bout de cette présentation-là, que vous avez déjà largement eu le temps de voir, de découvrir. On essaiera de la rendre disponible si vous la souhaitez, si elle peut vous être utile. Je propose maintenant merci pour votre participation.